vos micros et vos webcams. Voilà, s'il vous plaît. Donc vous devez avoir les slides sous les yeux. Je m'arrêterai de temps en temps pour vérifier le chat si vous avez des questions. Et voilà, et pour voir si ça s'est pas déconnecté, puisque apparemment le Renater là ne supporte pas d'avoir trop de participants. Donc pour ceux pour qui ça coupe, hein, ne vous inquiétez pas, je suis en train d'enregistrer et donc bah voilà, vous pourrez retrouver une vidéo avec ce que je vais raconter là. Bon, je m'assure une nouvelle fois, il y en a quand même qui m'entendent là ou est-ce que c'est bon? Je regarde le chat. Hein. Est-ce que certains d'entre vous m'entendent? Ok, yes, merci. Pas très bien. J'ai l'impression que ça supporte pas le trop grand nombre de participants. Oubliez pas, là, j'entends des micros qui n'ont pas été coupés là pour certains d'entre vous. Essayez de les couper. Ok. Bon, je reprends. Donc, on en était à des questions d'utiliser R pour pouvoir calculer des séries. Un moyen intéressant qui nous permettra de calculer des certaines constantes grâce à des séries, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les séries entières. Or, vous n'avez pas au premier semestre véritablement traité les séries entières pour des raisons agitées. Alors, je vais vous faire pour commencer aujourd'hui un rappel sur les séries entières. Enfin, c'est plutôt un appel qu'un rappel. Il y a encore une personne qui n'a pas coupé son micro. Là, j'entends toujours des bruits de fond. N'hésitez pas, vérifiez que votre micro est bien coupé. Voilà. Donc, des rappels sur les séries entières. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une série entière? Pour définir une série entière, il faut d'abord définir une suite. Alors là, je la donne dans une version assez générale, hein, avec des nombres complexes. On va plutôt travailler avec des nombres après, mais bon, dans sa version générale, une série entière, c'est en utilisant une suite de nombres complexes à n, c'est la somme des n z puissance n. Voilà, tout simplement. Donc c'est une forme de série particulière et à chaque z, vous avez une série numérique finalement. Hein. Pour chaque z, il y a une série numérique, mais en fait, on va voir ça aussi comme une fonction. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette fonction, elle existe toujours? Elle existe pour tout z? Parce que là, vous la définissez comme une somme infinie. Une somme infinie, on sait que ça peut très bien ne pas exister. Alors, tout de suite, deux exemples qui vont être assez intéressants. Le premier, c'est de prendre an égale 1 sur n factoriel. Vous prenez an égale 1 sur n factoriel, vous pouvez prendre n'importe quel z, et puis vous pouvez regarder un critère comme le critère de D'Alembert pour savoir si votre série numérique converge. Hein, donc ça veut dire que la somme des valeurs absolues de an z puissance n, ou en module même, hein, converge. Eh bien, regardez le critère de D'Alembert, donc c'est comme si vous aviez une suite somme des un finalement, fx et z, et donc vous regardez le module de un plus 1 sur un, vous regardez si ça a une limite. Eh bien, dans le cas présent, si jamais je prends n égale 1 sur n factoriel, vous avez le un plus 1 sur le un, ça devient n plus 1 z puissance n sur n z puissance n, et donc ça fait z sur n, puisqu'on a supposé que n égale 1 sur n factoriel. Donc vous voyez, en haut il y aurait un n factoriel et en bas un n plus 1 factoriel. Attention, j'entends quelqu'un parler. Yeah. Ouais, coupez vos micros. Ouais, je vous entends là, mais il faut couper. Sinon, ça fait un bruit de fond. Donc le rapport. Attends. Il y a quelqu'un qui est en train de parler là, attention. Il faut couper les micros. Bon, donc vous obtenez que lorsque n tend vers l'infini, le rapport un plus 1 sur un, ça devient module de z sur n plus 1, ça tend vers 0 pour tout z en fait, n'importe quel z. Donc ça veut dire que votre série elle converge quel que soit z. Hein, donc ça c'est le critère de D'Alembert qui vous dit ça. Bon, évidemment pour z égale 0 c'est vrai, hein, puisque ça fait une somme, il y a que 0, hein, S de z, S de 0 c'est à 0. Hein.
puisque après, pour le reste, 0 puissance n, ça fait 0. Donc, ça existe pour tout z. Donc, voilà un premier exemple où vous avez une série entière qui existe tout le temps. Et puis, on peut faire l'inverse. On peut prendre n égale n factoriel. Si vous faites quelque chose, eh bien, vous tombez sur le fait que, avec le critère de D'Alembert, plus 1 va le module sur un, c'est n plus 1 fois le module de z, et ça tend vers plus l'infini, quel que soit z différent de 0. Donc ça veut dire qu'elle diverge tout le temps, sauf pour z égale 0, et pour z égale 0, effectivement, elle existe toujours, puisque ça fait à 0. Donc voilà des exemples qui nous font voir que ça peut se passer a priori. Hein. On peut avoir une fonction qui existerait tout le temps, et puis une fonction qui n'existerait qu'en un point. Alors, finalement, pour pouvoir regarder la convergence, alors là, je vous passe des démonstrations. Hein. Il existe un réel qui d'ailleurs appartient à 0 à l'infini, donc ça peut même être plus l'infini, qui s'appelle le rayon de convergence de série. Donc c'est quelque chose de positif, hein, a priori, donc pouvant valoir plus l'infini aussi. Et ce rayon de convergence va vous délimiter la zone sur laquelle votre série entière va être convergente. Alors à savoir que quand on se place sur l'intervalle moins r, donc attention, là je prends des choses réelles, hein, je travaille plus, puisque la notion de dérivée, vous la connaissez pas pour les complexes, donc je travaille avec des réels. Donc si vous vous placez sur l'intervalle ouvert moins r, et attention, c'est très important, hein, c'est l'intervalle ouvert, bien vous avez la fonction s qui est une classe de classe c infinie, c'est-à-dire vous pouvez la dériver infiniment. Et en même temps, la dérivée sera toujours infinie. Hein, la dérivée deuxième, douzième, voilà, vous pouvez dériver. Et après, vous avez même une formule qui vous donne la dérivée km. Bah, finalement, cette formule, c'est comme si vous dériviez à l'intérieur du signe somme, hein, sous la somme. Et vous voyez que la dérivée, par exemple, première de z puissance n ou à nx puissance n, eh bien, c'est à n fois n x moins 1. Et puis, on peut continuer de dériver. Et finalement, vous avez ainsi la dérivée km, dont je vous ai écrit ici la formulation. Donc, cette fonction particulière de série entière, elle est assez confortable parce que à l'intérieur de ce qu'on pourra appeler le disque de convergence, hein, elle est de classe C infinie toujours. Ensuite, si vous travaillez pour avec un réel ou un module est supérieur strictement à R, vous montrez qu'elle ne converge pas, elle diverge. Attention, si grand R égale l'infini, ça marche pas, hein, c'est-à-dire qu'elle est toujours convergente. On l'a vu tout à l'heure avec AN égale 1 sur N factoriel. Mais voilà, quand vous avez un R qui n'est pas l'infini, dès que vous êtes plus grand en module strictement que R, vous divergez. Et puis, dernière chose, si jamais vous prenez un Z tel que module de Z égale R, eh bien vous ne pouvez pas dire à l'avance ce qui va se passer. Ça peut très bien converger, ça peut diverger, tout peut se passer. Ça peut diverger en R et en moins R, et ailleurs sur le cercle unité. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. Alors, oui, je viens d'aller sur le chat. Effectivement, hein, je suis en train d'enregistrer, de capter ce que je vais vous raconter. Hein, donc, normalement, je devrais avoir une vidéo et j'essaierai de mettre ça sur, YouTube ou quelque chose comme ça après. Hein. Je reviens sur mes séries entières. Si je reprends ma série avec AN égale 1 sur N factoriel, on peut s'amuser à la dériver. Et si je la dérive avec la formule qui a été donnée au-dessus, hein, vous allez avoir n fois AN x puissance n moins 1, donc ça fait n sur n factoriel x puissance n moins 1, donc ça revient à faire x puissance n moins 1 sur n moins 1 factoriel. Et ça, si vous faites un changement d'indice, hein, puisque ça c'est valable pour n plus grand ou égal à 1, donc vous faites un changement d'indice, vous remplacez n-1 par n', et à ce moment-là n' commence en 0, vous retombez sur somme des x puissance n factoriel. Donc ça veut dire que vous retombez sur s de x. Donc le cas particulier de an égale 1 factoriel est un cas vraiment très particulier, puisque vous avez une fonction telle que sa dérivée est égale à elle-même. Bon.
Alors, en fait, ça, pour ceux qui ont fait une terminale S, et puis peut-être vous l'avez vu en première année, mais je crois pas trop, peut-être au premier semestre, mais je suis pas sûr non plus. Ce cas particulier, c'est d'une fonction telle que sa dérivée vaut quelque chose en fonction de la fonction elle-même. Hein. C'est ce qu'on appelle une équation différentielle. Et là, cette équation différentielle, elle vérifie S' égale S, et avec une condition initiale. S0 égale 1, puisqu'on l'a dit, S0 c'est A0, or A0 c'est 1 sur 0 factoriel, c'est-à-dire 1. Or, si vous résolvez l'équation différentielle, il n'y a qu'une seule solution, c'est exponentielle de x. Ce qui veut dire que exponentielle de x égale S0. C'est-à-dire que votre série entière, dans le cas présent, et on peut même généraliser ça à z appartenant à c, eh bien vous avez une formule pour l'exponentielle, qui est valable pour tout z appartenant à c, hein, l'exponentielle de z, somme des z puissance n sur le factoriel. Voilà. Et donc, vous avez quelque chose de nouveau, et ceci pourrait nous permettre de calculer n'importe quelle exponentielle, finalement. Hein. Vous pouvez calculer exponentielle de 1, exponentielle de 7, vous mettez ça à l'intérieur de votre série, et puis à la limite, si vous utilisez tronquez votre série pour l'approcher, hein, pour approcher la valeur de l'exponentielle, par exemple, hein, vous tronquez, il faut savoir où, mais en tout cas vous la tronquez, et vous allez avoir une valeur approchée de l'exponentielle de 7. Vous ne pouvez pas aller jusqu'à l'infini hein, avec un ordinateur. Bon, alors, juste une remarque, hein, je vous ai donné l'expression générale de la dérivée Km. Elle est avec un x puissance n-k, mais une nouvelle fois, je pourrais très bien m'amuser à faire un changement de variable. Ce changement de variable, ce serait ici de prendre n' égale n-k. Et si je fais ça, il y a une petite faute d'ailleurs dans la formule, mince. Si je fais ça, qu'est-ce que j'obtiens oui, où est-ce qu'est ma faute? Oui, c'est la somme des n plus k jusqu'à n plus 1, a sur, c'est a de n. Il y a une faute dans cette formule, x puissance n. Voilà, donc il y a une petite faute dans l'écriture en bas. Hein. Je corrigerai le slide et je le mettrai à disposition sur le site. Donc voilà, la série entière, une fois dérivée, vous retombez encore sur une série entière. Ça veut dire que vous pouvez dériver autant de fois que vous voulez une série entière, vous tombez sur une série entière. Dans la limite du disque de convergence. Attention, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Je l'entends dire qu'il n'entend pas bien, malheureusement. Donc pensez à fermer vos micros et parfois quand vous vous reconnectez, ça vous remet le micro. Hein, il faut bien vérifier. Donc je reviens sur mes transparents. Une question qu'on peut se poser puisque ce rayon de convergence est très important pour une série entière. Comment peut-on faire pour le déterminer? Hein, je rappelle, à l'intérieur du disque de convergence, la série converge. À l'extérieur, elle diverge. Et sur le disque, cercle de convergence, c'est-à-dire l'ensemble des complexes tels que le module égale R, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, comment on peut déterminer ce R? Premièrement, on le voit, il fait une discrimination. Hein, et donc, en particulier, si vous êtes calculé S de Z0 et que S de Z0 converge, alors forcément, le rayon de convergence est plus grand ou égal au module de Z0. Et puis, deuxièmement, si vous pouvez calculer S de Z0 pour un Z0 particulier et que ça diverge, eh bien forcément, le rayon de convergence est plus petit ou égal à Z0, au module de Z0. Ça, c'est un premier point qui peut vous permettre d'avoir des indications sur le rayon de convergence. Mais ça ne vous permet pas vraiment de le calculer. Hein, bon, sauf si vous trouvez un Z0, deux Z0 avec le même module, avec un endroit où ça diverge. Mais bon, c'est quand même très rare. Bon, on peut utiliser deux règles que vous connaissez, qui étaient des règles pour les séries numériques, qui sont reprises ici. Ces règles sont les règles de Cauchy et de D'Alembert. La première, la règle de Cauchy, elle vous dit que si la suite à n est telle que à la puissance 1 sur n, sa constante L appartenant à 0 l'infini, à ce moment-là, directement, vous savez que le rayon c'est 1 sur L. Alors, cette formule, elle est valable aussi lorsque L égale 0, auquel cas, on prend par, disons, changement naturel, R, ça devient 1 sur 0, c'est-à-dire plus l'infini, et elle est valable parce que cette formule est aussi valable lorsque L égale l'infini, auquel cas le rayon de convergence est 1 sur l'infini, c'est-à-dire par extension, par prolongement, c'est-à-dire 0. Deuxième chose, règle possible pour déterminer le rayon de convergence, vous pouvez utiliser la règle de D'Alembert, chose que vous avez déjà vue aussi,
Et donc, vous calculez n plus 1 sur an. Et si ça tend vers L, eh bien, même chose, L 1 sur L. Donc voilà deux règles très faciles pour essayer de déterminer le rayon de convergence qui, pour une série entière, est idéal, hein, parce que il vous permet d'avoir à l'avance finalement une sorte de domaine de définition et de dérivabilité de votre série entière. Alors si on prend par exemple une série très connue, vous n'avez peut-être pas l'impression, mais elle est très connue, vous prenez un n égale 1, et à ce moment-là, S de Z, c'est la somme des Z puissance n, tout simplement. Donc ça, c'est la série entière, où vous avez n égale 1. Eh bien, il n'est pas dur de voir que si à n égale 1, vous prenez n'importe laquelle des deux règles, hein, la règle de Cauchy et la règle de D'Alembert, 1 à la puissance 1 sur n, ça tend vers 1, ou 1 sur 1, ça tend vers 1. Donc, dans les deux cas, vous voyez bien que le rayon de convergence, c'est 1. Et donc, on sait que cette série converge pour le module de Z plus petit que 1. Et alors, en fait, c'est pas très dur à voir. Cette série entière, on peut la voir comme une somme infinie des suites géométriques. Hein, vous avez Z puissance n, c'est, lorsque vous regardez en fonction de n, hein, c'est une suite géométrique. De premier terme, c'est le cas où Z puissance n c'est 1, et puis Z, à chaque fois multiplié par Z. Si vous utilisez la formule de la sommation pour les suites géométriques, normalement vous tombez, vous savez, c'est premier terme fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes divisé par 1 moins la raison. Alors la raison c'est Z. Donc ça vous fait, premier terme c'est 1, donc ça vous fait 1 fois 1 moins Z à la puissance le nombre de termes, et le nombre de termes étant infini et le module de Z étant plus ça tend vers 0. Donc ça vous fait 1 finalement, et au dénominateur, eh bien vous avez 1 moins la raison, c'est-à-dire 1 moins Z. Donc, on montre ainsi que S de Z, c'est toujours égal à 1 moins Z puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur 1 moins Z. Et ça, c'est vrai pour tout Z de module plus petit strictement que 1. Donc, c'est aussi valable en complexe, hein, cette forme. Maintenant, si on se place en réel, vous pouvez la dériver. Et si vous la dérivez, grâce à la formule de dérivation qui a été obtenue juste avant, hein, c'est-à-dire vous dérivez, donc ça vous donne des n x puissance n moins 1, eh bien, vous pouvez aussi dériver x puissance moins 1. Et si vous dérivez 1 moins x puissance moins 1, vous avez 1 moins x puissance moins 2. Donc, vous avez ici une autre série entière qui s'en déduit et qui est valable pour tout x, compris strictement entre moins 1 et 1. Hein. C'est-à-dire que la somme des n puissance n, eh bien, c'est égal à 1 sur 1 moins x au carré. Voilà. Alors, à quoi ça servirait? Ça, forcément à beaucoup de choses, parce que cette série, elle va permettre de trouver des valeurs numériques particulières, hein, mais bien de connaître ces résultats. Hein, cette série S ici, la somme des Zn, elle va souvent être utilisée. Et alors, elle va être utilisée aussi parce qu'il y a d'autres propriétés qui se rajoutent aux séries entières. Alors la première, c'est que la somme et le produit de séries entières, c'est encore une série entière. Après, je ne vous précise pas ici quel est le rayon de convergence de la somme ou quel est le rayon de convergence du produit. On ne va pas s'attarder trop. Je ne fais pas ici un entier sur les séries entières, c'est juste quelques propriétés. Mais sachez qu'on reste une série entière quand on a sommé deux produits entiers ou quand on a fait le produit de deux séries entières. Autre propriété qui va nous intéresser, c'est qu'on peut aussi intégrer une série entière. Et si vous l'intégrez, eh bien, si vous vous placez sur la bonne zone, c'est-à-dire entre moins R et R strictement, R étant toujours le rayon de convergence de la série, eh bien, vous allez pouvoir écrire que l'intégrale de 0 à x de la série entière, c'est une nouvelle série entière. Et en fait, c'est comme si vous aviez intégré à l'intérieur. Hein. Initialement, vous aviez an x puissance n. Si vous intégrez entre 0 et x t puissance n, eh bien, ça fait x puissance n plus 1 sur n plus 1. Et donc, vous tombez sur une nouvelle formulation. Et en fait, ceci, vous pourriez par exemple l'appliquer à S de Z égale 1 sur 1 moins Z, c'est-à-dire la somme des Z puissance n, celle du dessus, celle de l'exemple. Et une primitive 1 moins Z, c'est pas compliqué ça, c'est moins le logarithme de 1 moins Z. On se placer en réel, hein, 1 moins x. Donc vous voyez que vous allez pouvoir comme ça obtenir une nouvelle série entière qui sera celle du logarithme. Alors justement, je vais vous donner les principales séries à connaître, et puis il n'y en a pas tant, hein, et puis ça s'arrêtera là, puis je vous donnerai un moyen pour retrouver sans avoir ça sous les yeux.
Alors, la première série entière que j'évoque, c'est celle de la somme des z puissance n, hein, la somme des z puissance n, des x puissance n, c'est 1 sur 1 moins x. Ok. Bon, et ça, c'est valable pour tout x appartenant à moins 1. Vous ne pouvez pas prendre moins 1. Alors ça, vous le savez, parce que si vous prenez une série numérique dont le terme général ne tend pas vers 0. Et ça, vous savez que c'est une série numérique à son terme général qui ne tend pas vers 0, elle ne peut pas converger. Hein, ça, c'est une des premières propriétés qu'on voit pour les séries numériques. Donc, vous ne pouvez pas prendre moins 1 et 1, vous êtes obligé de rester à l'intérieur. Deuxième série à connaître, eh bien, c'est celle que j'évoquais. On a primitivé, d'une certaine manière, hein, la série précédente. Et si vous l'intégrez, alors j'ai passé le signe moins de l'autre côté. C'est comme si vous preniez une primitive entre 0 et x de t puissance n. Et donc, avec la formule, vous avez directement le fait que logarithme de moins x, c'est moins somme des x puissance n sur n. Alors cette formule, elle est valable à moins 1 et 1, hein, vous pouvez intégrer moins 1 et 1 strict. On peut montrer, après quand même un peu de boulot, que la formule est aussi valable en moins 1. Voilà. Donc ça marche aussi en moins 1. Mais vous ne pouvez pas sortir de l'intervalle. Hein. Vous savez déjà par avance qu'en prenant 2, par exemple, ça ne va pas marcher de manière. Ça ferait ln de 1 moins 2. Ça ne serait pas raisonnable. Bon, troisième formule, on l'a faite déjà écrite en détail, c'est l'exponentielle. L'exponentielle, la somme des x puissance n sur n factoriel. Quatrième formule, cette formule, c'est prendre la formule précédente, vous remplacez x par ix et vous prenez l'image, hein, au sens réel, la partie imaginaire. Et donc, si vous prenez la partie imaginaire, alors j'ai sinus z, non, en fait, c'est sinus x. Hein. Sinus x, c'est la partie imaginaire de e de x. Et si vous appliquez ça, eh bien, il faut un peu l'écrire. Hein, mais vous avez remplacé x par x. Donc, ça vous fait ix puissance n. Donc, ça fait un i puissance n. Vous voyez qu'il y a la parité qui va intervenir. Si vous avez un n pair, eh bien, i puissance n, c'est 1 ou moins 1. Si vous avez n impair, i puissance n, eh ben, c'est plus ou moins i. Et donc, si vous prenez la partie imaginaire, il faut un petit peu l'écrire, hein, c'est 2 lignes, eh ben, vous tombez sur une série entière, la somme des moins 1 puissance n, x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Vous avez là une formule qui vous donne le sinus et qui est valable pour tout x. Donc, sinus x, vous êtes capable maintenant de dire exactement ce que ça vaut sous la forme d'une série entière. Vous pouvez faire la même chose avec le cosinus, donc là aussi hein, c'est cosinus de x, et cosinus de x, c'est la partie réelle d'exponentielle de x, et donc vous avez la même formule, sauf que vous prenez la partie réelle, hein, donc là c'est plutôt pour les n pairs que vous allez avoir la partie réelle, pour les n impairs, eh bien, vous avez toujours un i qui se met devant, hein. Et donc, si vous regardez ce que ça donne, vous avez... Attention, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro, que j'entends. Attention. Voilà, je m'arrête 2 secondes. Oui, je vois qu'il y a une question, super. Pourriez-vous expliquer pourquoi x doit faire partie d'un intervalle spécifique pour les 2 premières séries entières? Alors ça, c'est ce qu'on a dit. La série entière, elle est définie entre moins r et plus r, où R, c'est ce qu'on appelle le rayon de convergence. Hein, donc, nécessairement, vous allez pouvoir la définir que là-dedans. Alors, à la limite, vous pouvez la prendre en R, mais vous ne pouvez pas la prendre en dehors de moins R. Hein, voilà. Et ça, c'est le troisième slide que j'avais proposé, hein, cette notion de rayon de convergence qui fait une fonction en dehors de moins RR, forcément vous divergez. Donc, vous ne pouvez définir la série entière que là-dedans. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Attention, il y a encore quelqu'un qui a son micro. Ça marche. Je retourne sur les slides. Alors, notamment, regardez la dernière série entière, celle du cosinus. Si vous voulez développer... Ah,
J'entends quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Attention, coupez. Oui, merci, elle rigole. Très bien. Je poursuis. Si vous regardez la cinquième, là, le cosinus, et vous regardez les premiers termes. Alors pour n égale 0, bah, ça fait 1 fois puissance 0, ça fait 1, hein, sur 2 fois 0. Donc le premier terme, c'est 1. Ensuite, vous prenez pour n égale 1. Et bien là, vous allez avoir 1 moins, vous allez avoir un moins x carré sur 2. Et puis après, vous pouvez continuer, vous allez avoir un plus x puissance 4 sur 4 factoriel, hein, 4 factoriel, c'est-à-dire 24. Bon, alors, en fait, ça, si on regarde le début, ça peut vous faire penser à quelque chose, c'est le développement de Taylor. Le début, c'est un développement de Taylor. Mais alors, ça, on peut le généraliser. En fait, plus généralement, une série entière, si vous avez une fonction f de x qui vaut somme des n x puissance n, donc on sait qu'elle peut s'écrire sous la forme d'une série entière, eh bien, forcément, les AN, ce sont les éléments donnés par la formule de Taylor. C'est-à-dire qu'ils sont égaux à la dérivée n-ième en 0 de n factoriel. Vous avez finalement une série entière, c'est d'une certaine manière une formule de Taylor en 0 prolongée à l'infini. Alors, sauf que, ça, il faut montrer que ça existe. Ça n'existe pas toujours, il y a des problèmes d'existence. Alors qu'une formule de Taylor, je vois sur le live, il y a Maël. Attention, il y a quelqu'un qui... Vas-y, en ce qu'il y a Jeanne qui arrive dans le live, vraiment trop drôle. Sachant qu'en même temps, j'étais en train de suivre mon cours. Alors, il y a une miss qui est en train de parler, là. Attention, coupe bien haut, parce que là, tu vas direct. C'est peut-être pas ce que tu veux faire. Bon. Merci, j'ai l'impression que c'est coupé. Je poursuis. Merci, avec un exemple particulier qui va vous montrer l'intérêt des séries entières. Alors, par exemple, on peut se fixer comme tâche le calcul de logarithme de 2, ln de 2. Alors, c'était sur le slide précédent. Ah, attention, le micro n'est toujours pas coupé. Il faut couper. Je vous l'ai dit précédemment, hein, là-haut, ln de 1 moins x, ça marche aussi pour x égale moins 1, ce qui fait que si vous prenez x égale moins 1, vous avez exactement une formule pour logarithme. Et donc, je reviens, cette formule, si vous la réécrivez, hein, ça vous dit que ln de 2, c'est la somme des moins 1 puissance 7 plus 1 factoriel. Donc, si au début de cette série, le début de cette série, pour n égale 0, ça fait 1 sur 1, donc ça fait 1. Et puis après le terme suivant pour n égale 1, ça fait moins 1,5, donc ça ferait 1 moins 1,5, plus 1 tiers, moins 1 quart, plus 1 cinquième, etc. Et vous pouvez continuer comme ça, et en série, eh bien, elle converge vers log de 2 à l'infini. Alors, ça vous donne donc un moyen simple d'approcher à log de 2 par une somme de fractions. Donc finalement, ça vous donne un moyen de calculer log de 2 comme une fraction. En tout cas, de l'approcher, log de 2 comme une fraction. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir quelle est la qualité de l'approximation. C'est-à-dire combien, si je donnais un log de 2 à 10 moins 15 près, combien de termes vais-je devoir calculer dans ma série? Ça, c'était une problématique qu'on avait déjà vue pour les séries numériques. Alors pour ça, on va utiliser ici un critère qui est celui des séries alternées. La série alternée, elles vous disent que l'écart entre la limite de la série et puis la somme partielle, c'est-à-dire S moins Sn, ça on peut l'appeler ça le reste, eh bien le reste, c'est plus petit que la valeur absolue de, du terme de la série, c'est-à-dire au rang n plus 1, c'est-à-dire à n plus 1 en valeur absolue, si vous voulez. Et donc, ici, si vous l'appliquez, la série valant étant un égale moins 1 puissance n un, disons, moins 1 puissance n un avec un égale 1 sur n plus 1, si vous l'appliquez, ce critère des séries alternées, vous avez donc que le reste est majoré par un plus 1, c'est-à-dire par 1 sur n plus 2. Donc, vous avez un moyen de mesurer l'écart entre log de 2 et son approximation par cette série. Alors, maintenant, imaginez que vous vouliez calculer log de 2 à 10 moins m près, ça revient
à trouver n, à chercher n tel que 1 plus 2, qui soit plus petit que 10 moins m. Comme ça, on est sûr d'avoir un écart qui est plus petit que 10 moins m. Et ça, si 1 sur n plus 2 est plus petit ou égal à 10 moins m, bah, ça veut dire que n est à peu près de l'ordre de 10 puissance m. Hein. Donc 1 sur n égale 10 moins m, ça fait n égale à peu près 10 moins m. Alors on voit que si on veut calculer la série, par exemple, à 10 moins 15 près, bah, il faudrait calculer 10 puissance 15 termes, c'est-à-dire 1 million de milliards. Or ça, R, il a beau être puissant, il n'est pas trop capable de faire ça. Hein. Donc cette série, elle permet d'approcher log de 2, mais elle va lentement. Et elle ne permet pas d'avoir une très bonne approximation en un temps raisonnable. Hein. Déjà, rien pour avoir quelque chose en 10-9, il faudrait 1 milliard de termes. Hein. Et une somme d'1 milliard de termes, ben, R souffre. Bon, on peut revenir sur la formule générale hein, du log, vous le voyez, hein, c'est toujours cette deuxième formule, n de 1 moins x égale moins somme de x puissance n sur n. Et puis on peut faire quelque chose de malin, c'est-à-dire de prendre x égale 1,5 là-dedans. Alors quel est l'intérêt? Si je prends x égale 1,5, ça fait ln de 1 moins 1,5, c'est-à-dire ln de 1,5. Or ln de 1,5, c'est moins ln de 2. Donc, en prenant la même formule avec un moins, et en prenant x égale 1, eh bien j'ai une nouvelle formule pour log de 2. Donc, log de 2, c'est, en prenant cette formule-là, c'est la somme des 2 puissance moins n, alors ça c'est 1,5 puissance n, hein, si vous voulez. 2 puissance moins n sur n. Voilà une autre formule pour log de 2. Alors quel est l'intérêt de cette nouvelle formule? Si je regarde à nouveau le reste, je peux le majorer. Bah, je peux écrire ce que c'est, hein. Le reste c'est la somme pour k plus grand ou égal à n plus 1 de 2 puissance moins k sur k. Alors là vous n'avez pas un critère comme les séries alternées qui vous permet de donner directement la valeur de cette série, on est obligé un peu d'être rusé. Et donc si on est rusé, bon cette somme là de 2 puissance moins k sur k on la connaît pas, mais par contre on peut dire que c'est plus petit, chacun des 2 moins k plus sur k, c'est plus petit que donc moins 1 k, 2 puissance moins k, hein, puisque vous divisez par k. Donc là voilà. Or, l'intérêt de faire ça, et ben, si vous faites la somme des 2 puissance moins k, ben, vous pouvez utiliser la formule de la somme des termes d'une suite géométrique. Et qu'est-ce que vous obtenez? Ben, vous pouvez calculer hein, ces premiers termes fois 1 moins la raison étant 1,5 ici, hein. La puissance, le nombre de termes qui est infini, divisé par 1 moins 1,5, donc divisé par 1,5, donc divisé par 2, donc ça ferait bien 2 puissance, c'est plus petit que 2 puissance moins n fois plus 1 fois 2, c'est-à-dire 2 puissance moins n. Donc vous avez pu majorer le reste. Le reste est plus petit que 2 puissance moins n. Ce qui veut dire que si vous voulez calculer à nouveau log de 2 à 10 moins n près, bah, il faut trouver n tel que 2 puissance moins n est plus petit ou égal à 10 moins n. Et ça se résout bien. Vous passez au log, et ça vous dit que n est de l'ordre de m fois ln de 10 sur ln de 2. Or, ln de 10 sur ln de 2, c'est pas beaucoup. C'est à peu près 4, 3, hein, 3,5. Et donc, finalement, il ne faut pas calculer beaucoup de termes. Hein. Si vous voulez quelque chose à 10 moins 15 près, eh bien, il vous faut, en gros, calculer 15 fois log de 10 sur log de 2, c'est-à-dire, en gros, 50 termes. Donc en 50 termes seulement, vous avez approché log de 2 à 10 moins 15 près. Ça n'a rien à voir avec la première formule. Donc là, on est vraiment dans une problématique d'analyse numérique très illustrative, hein, très paradigmatique. On a deux formules possibles et on va essayer de trouver celle qui va le plus vite parce que le temps compte pour un logiciel et on cherche des procédures qui permettent d'aller suffisamment vite pour calculer ici ça serait des valeurs de nombre, ça pourrait être autre chose. Hein. Donc ici, on n'oublie pas que la complexité des algorithmes que vous mettez en place est un frein possible à l'utilisation du logiciel. On peut utiliser le logiciel R, et je vais tenter de faire ça en direct pour voir ces calculs de log de 2. Bon, donc je vais tenter ça. Je place un instant dans le chat pour voir s'il y a des questions. Est-ce que ça vous semble clair? On a fini la partie par série entière là, donc je vais attaquer la suite. Pas de questions. Ok. Alors, je bascule sur le logiciel R.
pour vous faire voir ces tout petits calculs là que je voulais vous proposer, qui permettent... pourquoi il n'est pas là, R? Alors, mon ami, là, mets-moi R. Hop. Non, il veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Je retente ma chance. Ah, voilà. Il fallait le réactiver. Voilà, vous devez avoir, normalement, vous devez avoir le logiciel R sous les yeux. Et, ouais, mince. Hop. Je reviens. Qu'est-ce qui m'a fait? Ouais. Alors, avec le logiciel sous les yeux, donc voilà, on peut donc regarder donc la deuxième calcul de log de 2, hein, c'était une série, vous avez la somme des 2 puissance moins n sur n. Donc ici, je vais fixer n de manière à être sûr que vous ayez une approximation de log de 2 qui soit à 2 10-16 près, et même à 10-16 près. Donc pour ça, il suffit de prendre n égale 16 fois log de 10 sur log de 2. Et puis, je calcule la série. La série qui approche log de 2, bah, c'est cette somme des 2 puissance moins n sur n. Donc là, excusez-moi, monsieur, vous avez désactivé le partage d'écran. Ah, pardon, merci. Il y a une intervention pour me dire que j'ai... Ouais. Ah, vous voyez plus rien? J'ai désactivé le partage. Ok, je retente. Je retente en essayant de vous mettre un partage d'écran qui marche. Alors, est-ce que vous l'avez là? Non, toujours pas. J'ai l'impression que je retente. Hein. Partager, tac. Est-ce que maintenant vous l'avez? Ah, j'ai l'impression toujours pas. Bon. Ok, bah ça veut, hein, pas bon, pas bon. Bon. Ok. Alors, bah tant pis, sur le site, hein, je mettrai les slides et je mettrai le programme R qui illustre le cours d'aujourd'hui. Bon. Ok. Alors, bon, vous verrez que, bah oui, en gros, en calculant 50 termes, vous avez l'approximation parfaite de log de 2 à 10-16 près. Bon, j'en reviens à nouveau au cours. Si j'arrive à nouveau à vous mettre les diapos. Voilà. Est-ce que maintenant vous avez bien les slides sous les yeux? Oui, merci beaucoup pour les réponses. Donc, vous verrez donc, hein, vous pourrez par vous-même utiliser les routines de R, hein, qui vont être utilisées pour illustrer ce cours. Alors, je poursuis avec un nouveau chapitre. On a vu en analyse numérique qu'on pouvait donc être intéressé à calculer des limites de suite, à calculer des limites de série. Eh bien, un des autres avantages d'un logiciel comme R, c'est de pouvoir résoudre des équations numériquement. Alors, ça veut dire que vous n'allez pas les résoudre avec des tableaux de variation, des méthodes comme celle du discriminant pour les racines, enfin des choses comme ça, hein, des choses que vous connaissez bien. Non, vous allez trouver une méthode qui, numériquement, vous donne une valeur approchée de f de x égale 0. Alors à quoi ça peut servir?
Alors, par exemple, regardez, un exemple, ce serait de trouver, si je suis capable numériquement de trouver x carré, enfin de résoudre à x carré moins 3 égale 0, hein, là on prend f de x égale x carré moins 3, vous donne un moyen d'approcher racine de 3, un racine de 3. Donc voilà, là vous avez par exemple une approximation d'un nombre réel qui a priori n'est pas, s'écrit pas facilement et en fait peut être approché par des séries, et là ça sera par une suite. Hein. Deuxième chose, vous pouvez essayer de trouver des racines, donc une solution à une équation qui est par exemple cosinus x égale x. Alors cosinus x égale x, vous pourriez montrer qu'il n'y a que deux solutions possibles, enfin bon là il faut un peu travailler, et puis vous pourriez essayer numériquement de savoir ce que ça vaut. Alors là ça donne un nombre réel qui n'est pas du tout connu, hein, c'est pas un nombre particulier comme racine de 3, c'est pi ou je ne sais, c'est quelque chose que, bon voilà, c'est un nombre. Et donc vous pouvez l'approcher, vous voulez, en faisant, vous voyez que, par exemple pour x égale 0, bah, ça fait 1 égale 0, donc bon, si on prend x égale, par exemple, pi sur 2, bah, ça fait 0 égale pi sur 2. Donc on voit forcément que ce nombre x, qui vérifie cosinus x, hein, il va être entre 0 et pi sur 2. Mais alors, pour savoir sa valeur précise, bah là, il n'y a pas vraiment de valeur qu'on pourrait écrire telle quelle à partir de pi ou je ne sais quoi. Ça ne s'écrit pas comme ça. Donc, on pourra numériquement essayer d'approcher la valeur telle que cosinus x égale x. Alors, je signale que ça, c'est la source d'un grand nombre de problèmes de terminale. Hein. On fait souvent ça, vous étudiez des fonctions, et puis il y a une valeur qui n'est pas connue, et puis vous l'approchez, il y a les accroissements finis. Voilà, ça c'est la moitié pratiquement des problèmes que vous avez en terminale S ou même en ES, je pense. Il y a souvent ça comme motivation derrière. Alors, une autre motivation à trouver des solutions numériques de f de x égale 0, c'est par exemple de trouver des extrémas à une fonction g. Donc, si vous voulez trouver, par exemple, quand est-ce que votre fonction g a un maximum local, hein, c'est-à-dire un maximum local ou un minimum local, eh ben vous êtes habitué au fait de d'abord regarder quand est-ce que G' s'annule, c'est-à-dire s'il y a un point critique, des points critiques. Donc finalement, en prenant f égale G', bah, vous allez pouvoir trouver numériquement des extrémas locaux. Alors ça, par exemple, ça a l'air de rien, mais quand vous faites, quand vous utilisez une méthode comme le maximum de semblance hein, pour estimer des paramètres en statistique, bah, ça va être très important de pouvoir résoudre des équations sans être toujours capable de donner une forme explicite des solutions. Vos estimateurs ne seront pas toujours explicites. Bon, il y a plein d'autres domaines. Hein, si vous cherchez à optimiser une fonction, vous n'aurez pas forcément une valeur explicite pour l'optimisation de votre fonction, mais vous aurez numériquement une approximation avec les méthodes que je vais vous développer là maintenant. Alors, je vous dis que je vais vous les développer, mais vous les avez un peu déjà développées, ces méthodes-là. Il y a une méthode que vous connaissez bien, qui est la méthode par dichotomie. Cette méthode par dichotomie, elle vous dit quoi? Bon, alors, elle vous dit que si, en gros, vous avez pu montrer qu'il y a une solution 0 à l'équation f de x égale 0, c'est-à-dire f de 0 égale 0, et qu'elle est unique, et qu'en plus, vous avez à un moment f de x0 et f de x1 qui sont de signes différents, alors que x0 et x1 sont dans le voisinage où la solution est unique, et qu'en plus, u0 appartient bien à x0 x1. Hein. Donc, bon, là, il y a décrit f de x0 fois f de x1 négatif. Donc, ça signifie qu'ils sont de signes différents. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y en a un qui est au-dessus, il y en a un qui est en dessous. Bon, suivant la croissance ou la décroissance de votre fonction. Qui n'a pas besoin d'être strictement croissante, strictement décroissante. Hein. Elle peut très bien croître, décroître, puis croiser l'abscisse, puis croître, décroître, voilà. Ça, c'est pas très grave. Mais par contre, elle ne croise qu'à un seul moment. Donc, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir trouver une valeur approchée? Bah, vous savez que forcément U0 est entre X0 et X1. Et donc, vous allez définir deux suites hein, qui vont se rapprocher de votre racine inconnue U0.
Alors, naturellement, vous étiez avec x0, x1, vous savez que u0 est dedans, bah, vous allez prendre la valeur moyenne. Entre x0 et x1, bah, il y a par exemple x0 plus x1 sur 2. Donc, vous regardez la valeur moyenne, et puis vous calculez ce que vaut la fonction en cette valeur moyenne. Alors, cas possible, si cette nouvelle valeur, là, x0 plus x1 sur 2, eh bien, elle est du même signe que f de x0, bah, ça veut dire que vous n'avez pas encore coupé l'axe des abscisses. Donc, ça va plutôt être de l'autre côté, du côté de x1, hein, donc entre x0 plus x1 sur 2, et puis x1, et couper l'axe des abscisses. Donc, ça veut dire que votre racine, elle est non pas entre x0 et x1, mais elle est entre x0 plus x1 sur 2 et x1. Et puis, de manière inverse, hein, si jamais vous aviez changé de signe en x0, x1 plus x1 sur 2, eh bien, ça veut dire que votre racine était entre x0 plus x1 sur 2. Donc ça, c'est ce qui est donné dans les algorithmes qui sont dessous de la dichotomie, qui est une méthode que vous connaissez bien, que vous faites naturellement. Hein, c'est un peu compliqué à raconter, mais de fait, c'est assez facile. Donc, avoir un intervalle, ANBN, qui va décroître très régulièrement. Sa taille va être divisée par 2 à chaque coup, puisque vous prenez à chaque fois le point moyen, et vous regardez de quel côté va être U0 en fonction du signe de f de ce point moyen. Le point moyen étant 1/2 de AN plus BN. Voilà, donc ça veut dire que au final, vous allez avoir toujours U0 qui sera dans ANBN, et que l'intervalle ANBN, en fait, sa taille décroît avec n. Et vous avez donc BN moins n qui vaut 2 puissance moins n, B0 moins 0. Hein, c'est-à-dire que la première itération, vous avez divisé par 2 la taille de l'intervalle, puisque vous travaillez maintenant entre le point moyen et puis une des deux extrémités. Vous avez bien divisé par 2. Et puis ça continue comme ça à chaque fois. Donc ça veut dire que, à la limite, l'écart entre Bn et An tend vers 0. Donc ça veut dire que vous avez, avec An et Bn, deux suites qui convergent vers U0. Et elles convergent assez vite finalement. Hein. Elles convergent à la vitesse 2 puissance moins n fois une constante. Hein. Donc plus votre intervalle de départ est petit, évidemment, plus rapide est votre convergence. Alors, normalement, j'avais fait un exemple sur logiciel. Je vais m'en passer, hein, c'est dommage, parce qu'on pouvait voir à quelle vitesse on pouvait, par exemple, résoudre l'équation x carré égale 3, c'est-à-dire trouver racine de 3. Et avec cette méthode, hein, on sait que c'est entre 1 et 2, hein, racine de 3. Vous voyez, la fonction f de au carré moins 3. Donc, vous voyez bien qu'en 1, ça fait 1 moins 3, ça fait moins 2. Et puis, en 2, ça fait 2 au carré moins 3, ça fait plus 1. Donc, vous avez changé de signe. Donc, forcément, la racine est entre 1 et 2. On le sait, hein, parce que racine de 3, de manière, c'est un 73 ou quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez prendre A0 égale 1, B0 égale 2, et puis vous mettez la méthode de dichotomie, puis vous arrêtez, par exemple, lorsque vous avez une approximation à l'ordre que vous voulez, par exemple à 10-16. Mais on voit bien que dans ce cas-là, hein, quand est-ce qu'on s'arrête? On s'arrêtera lorsque 2 moins n sera égal à 2 10-16, parce que B0 moins 1 dans ce cas-là. Hein. Donc, vous avez un moyen aussi de calculer le n à l'avance. Hein. Vous vous arrêterez, donc, bon là, ça fait la même chose que tout à l'heure d'ailleurs. Hein. Ça ferait n égale m fois log de 10 sur log de 2. Hein. Lorsque B0 moins 0 égale 1, voilà, vous avez ça. Ok, donc première méthode. Hein. Donc ça veut dire qu'en gros, en 50 itérations, vous êtes à 10.16 près. Hein. C'est à peu près l'ordre de grandeur. Bien. Deuxième méthode. Une deuxième méthode qui s'appelle la méthode de la séquente. Non, je fais une pause de 2 secondes. Je regarde votre chat si jamais vous avez des questions. Ah, n'entendons pas. Ça s'est coupé à nouveau le son. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Ok, merci à vous. J'y retourne. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la méthode par dichotomie? Je pense que ça pose pas vraiment de problème. Hein. C'est assez intuitif. Hein.
Ouais. Ok. Donc je retourne sur la méthode par dichotomie. Et en fait non, je passe et je vais vous proposer une autre méthode pour approcher. Alors, regardez ici, vous avez un graphe qui est assez gentil. Hein, la fonction f de x, elle est tracée en rouge. Et donc, on cherche quand est-ce qu'elle elle a une racine, c'est-à-dire quand est-ce que f de x égale 0. Et on voit, alors c'est dommage, il n'est pas signifié sur ce graphe, on voit qu'il y a un moment où elle coupe bien l'axe des abscisses. Elle le coupe pas très loin de x2, vous voyez. Hein, il y a ce moment-là où elle s'est rapprochée. Où elle est 0, f de x. Ok, donc ici est d'abord tracée la courbe en rouge, et puis, méthode de la séquente, on va prendre 2 points. Alors ces 2 points, on va commencer par x0 et x1, on va les appeler comme ça, et x0 et x1, on les prend en étant sûr qu'ils entourent u0. Hein, u0, c'est toujours le nom de la racine. On va supposer que x0 par exemple est plus petit et que x1 est plus grand. Mais en fait, c'est pas très important. Vous pourriez inverser l'ordre. Hein. Bon, en gros, par contre, on est sûr que la racine est à l'intérieur. Donc, j'ai trouvé x0, j'ai choisi x0, j'ai choisi x1. Hein. Dans le cas de x au carré moins 3, bah, par exemple, j'avais pris 1 et 2. Voilà. Pourrait valoir 1. x1 pourrait valoir 2. Et une fois que j'ai fait ça, je peux calculer en chacun des deux, hein, f de x0 et f de x1. Eh bien, la méthode de la séquente, elle propose de prendre la droite qui lie les points x0, f de x0 avec x1, f de x1. Vous la voyez, cette droite, elle est tracée en bleu, et cette droite, elle va couper l'axe en x2. Ah, attention, il y a quelqu'un qui a son micro, qui vient de se reconnecter, je pense, et qui a son micro. Donc, elle coupe l'axe 6 en x2. D'accord. Donc, ça nous fait un qui s'appelle x2. Et alors, bon, c'est pas toujours le cas, mais là, vous voyez que x2 s'est beaucoup rapproché de... Très bien. Je peux, une fois que j'ai x2, je vais considérer maintenant x1 et x2, et je vais continuer ma méthode de la séquente. Donc, la séquente, elle fait que en x1, j'ai f de x1, en x2, 2, et je relie les points x1, f de x1 et x2, f de x2. Donc, c'est la deuxième droite tracée en bleu qui est celle la plus haute. Et donc, cette droite-là, bah, elle va vous couper à nouveau l'axe des abscisses. Elle vous le coupe en x3. Alors, vous voyez de u0, ça n'a pas l'air terrible. Mais évidemment, ce qu'on aimerait faire maintenant, c'est poursuivre la méthode. Donc, vous allez à nouveau continuer la méthode de la séquence, prendre la droite qui coupe x2, f2 et x3, f de x3, et donc vous prenez cette droite qui coupe le point et elle coupera l'axe des abscisses en x4. Et vous verrez que x4, là, il est pas très loin, il est entre 0 et le u0. Attention, il y a quelqu'un qui respire avec le micro ouvert. Merci à vous. Ouais. Monsieur, on voit votre visage, on ne voit plus les diapos. Ah mince, ça va, vous n'êtes pas gagnant là. Hein. Alors j'ai dû être déconnecté, je me coupe et je reviens sur les diapos. Merci. Est-ce que vous avez la diapo? Oui, maintenant on voit les diapos. Merci beaucoup. Merci. Donc, bon, vous avez eu donc mon propos sans forcément dessus, hein. Mais donc vous voyez, hein, quand vous avez en gros, quand vous avez xn et xn plus 1, bah, vous allez déduire xn plus 2, comme, eh bien, vous prenez le point xn, f de xn, xn plus 1, f de xn plus 1, vous tracez la droite qui relie ces deux points, et vous allez croiser l'axe des abscisses en un point xn plus 2. C'est ça, cette méthode de la séquente. Alors, je continue. Cette méthode de la séquente, en fait, on peut la généraliser et écrire ce que ça vaut. En fait, le point qui coupe l'axe des abscisses, bah, on peut l'obtenir avec une formule. Alors là, vous
supposé, dans la formule qui est mise ici, on a supposé xn inconnu, et j'obtiens xn plus 1, simplement en ayant cette formule-là. Donc, on se place dans le même cadre que précédemment, une solution unique entre x0 et x1. En x0 et x1, on n'a pas le même signe, et on laisse itérer la suite avec cette méthode de la séquente. Alors, elle ne converge pas toujours, cette méthode de la séquente. Contrairement à la dichotomie, il faut se méfier un petit peu. Donc, il y a des règles pour bien choisir x0 et x1. Par exemple, il ne faudrait pas que votre fonction elle se mette à devenir plate à un endroit, parce que, à savoir avoir une dérivée qui se rapproche trop de 0, ça pourrait poser des problèmes. Donc, il y a des conditions, elles sont données dans le poly, mais bon, là, et parce que c'est pas forcément une méthode dont je voudrais vous parler trop longuement, on peut montrer, et vous verrez la preuve qui est assez longue, vous verrez que avec cette méthode, lorsque tout se passe bien, lorsque vous avez bien choisi x0 et x1, eh bien la distance entre et xn, eh bien on peut la majorer par une constante qu'on contrôle, fois un exponentiel d'un moins une autre constante k qu'on contrôle aussi, fois phi puissance n, où phi c'est le nombre d'or. Alors ça a l'air un peu bizarre, mais vous avez le nombre d'or qui intervient dans cette formule. Alors, est-ce que cette formule est satisfaisante? Oui, parce que, ça c'est la remarque que je mets ensuite, bien, tout à l'heure, on avait en gros une vitesse en 2 puissance moins z. 2 puissance moins z, c'est exponentielle de moins n log de 2. Eh bien, si vous regardez la vitesse à laquelle vous vous rapprochez, ici, avec de la séquente, vous êtes en exponentielle de moins k phi de n. Eh bien, ça, moins k phi de n, phi puissance n, c'est beaucoup, beaucoup plus petit. Ça va beaucoup plus vite vers 0, l'exponentielle de ça, que l'exponentielle de moins n log de 2. Donc, cette méthode est beaucoup plus rapide. J'essaierai à la toute fin là, du cours de revenir sur R au cas où ça marche. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, mais je vais retenter parce que on pourra voir concrètement ce que ça donne. Alors, je crois que pour le même exemple que le précédent avec la dichotomie où il fallait en gros une cinquantaine de termes, il fallait faire 50 itérations pour se rapprocher de racine de 3 à 10-16 près, à 2-10-16 près, eh bien, avec la méthode de la séquente, toujours en commençant en 1 et en 2, il faut à peu près 17 ou 11, je ne sais plus, itérations. Bien plus rapide. Alors, je regarde juste un petit peu cette méthode de la séquente. Elle est sous vos yeux, avec la formule itérative là, de la xn. On voit qu'à partir d'un certain moment, on converge vers xn converge vers u0. Et en fait, ça veut donc dire que xn et xn-1 se rapprochent. Alors, si vous regardez bien, vous avez un ratio là, xn moins xn-1 divisé par f de xn moins f de xn-1. Ce ratio, lorsque xn se rapproche d'xn-1, eh bien, il tend vers une certaine limite. Si la fonction f est dérivable, ce ratio il tend vers 1 sur f' de xn. Alors c'est aussi vers 1 sur f' de xn-1, mais on pourrait mettre f' de xn aussi, tout aussi bien. Donc, une idée qui a été développée par Newton et Raphson, et que je vais illustrer numériquement là avec ce slide, ça va être de non pas travailler avec des séquentes, mais avec des tangentes, des dérivées. Alors, je reprends la même chose que tout à l'heure, sauf que vous avez une autre courbe, la f de x, qui est maintenant en bleu, et puis elle coupe l'axe des abscisses en z. Donc nous, on appelait ça u0. Ok, donc on commence avec un x0, et là, on n'a pas fixé x1. Vous vous placez en x0 qui n'est pas trop loin, a priori, de z, donc de u. 0. Vous regardez, vous prenez la tangente en x0. Donc vous avez x0, f de x0, vous pouvez prendre la tangente à la courbe de la fonction. Elle est tracée en vert, elle s'appelle tangente 1. Si vous la prolongez jusqu'à l'axe des abscisses, c'est-à-dire le moment où elle coupe l'axe des abscisses, vous obtenez comme ça x1. Donc
vous avez une première itération et vous avez obtenu x1. On va renouveler l'opération. Vous étiez en x1, vous avez f de x1, vous pouvez prendre en point x1, f de x1, la tangente en la courbe, c'est ce qui est appelé ici tangente 2, et si vous prolongez cette tangente jusqu'à ce qu'elle croise l'axe des abscisses, vous allez obtenir le croisement qui est en x2. Et on peut continuer comme ça. On voit d'ailleurs qu'en x2, hein, là si on imaginait la suite, en x2, f de x2, vous prenez la tangente, eh bien là on a l'impression que le coup d'après, quasiment, on est en z, hein, il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc c'est exactement ce que je vous ai raconté tout à l'heure, ce qu'on vient de faire, c'est de prendre des tangentes, c'est de prendre des dérivées. Et donc la nouvelle formule qu'on va prendre pour cette méthode de Newton-Raphson, c'est de commencer en x0, donc on prend un x0 dans le voisinage de u0, et on itère, on trouve x1 à partir d'x0, en disant que x1 c'est x0 moins f de x0 sur f' de x0. Alors quand même là-dedans on va supposer que f' ne s'annule pas sur le voisinage de la racine. Hein. Sinon, vous voyez que la formule risque d'avoir des problèmes. Donc, elle va rester de signe constant, hein, puisqu'on va supposer qu'elle est C1. Donc, si elle ne s'annule pas sur le voisinage, ça veut dire que elle reste soit strictement positive, soit strictement négative. Hein. Voilà. Donc, la suite composée des xn, eh bien, on peut montrer qu'elle converge vers U0, c'est-à-dire la racine. Et bon, alors c'est développé en détail dans le poly. Hein. Donc là, on va demander à ce que la fonction soit de classe C2, et on va prendre U0 et x0 suffisamment proche de U0. Alors, il y a deux paramètres qui interviennent, qui sont M1, qui est l'inf de f' sur la zone, et puis M2, qui sera le sup de f seconde. Donc, vous voyez, il y a deux choses qu'on pourrait calculer numériquement. Et donc, si on prend x0 finalement suffisamment près de u0, eh bien, vous avez une approximation qui est donnée par la formule suivante. C'est-à-dire que la distance entre xn et u0, eh bien, c'est une constante fois 2 puissance n, en gros, fois x0 moins u0 fois 2 puissance n. Et donc, comme on a supposé que u0 moins x0 en valeur absolue, c'est plus petit que 2m1 sur m2, c'est-à-dire cette constante-là, en fait, on voit que, en gros, vous avez la formule qui est là, hein, c'est une sorte de ρ, une constante fois ρ à la puissance 2 puissance n. Voilà, avec le ρ qui est plus petit que 1, qui est entre 0 et 1. Hein, donc ça, c'est en considérant ρ qui vaut m2 sur 2m1 fois la valeur absolue de x0 moins u0. Bon, après, il y a une autre constante qui sort devant, mais elle n'a pas beaucoup d'importance sur la vitesse. Hein, on regarde ce qui se passe en n surtout. Alors, si on fait comme tout à l'heure, on compare avec la vitesse obtenue par la méthode de la séquente. La vitesse obtenue par la méthode de la séquente, on l'avait vu, elle était donnée avec le nombre d'or. C'était exponentielle de moins k phi puissance n. Et bien ici, vous avez exponentielle de log de ρ fois 2 puissance n. Log de ρ étant négatif, puisque ρ est plus petit que 1. Eh bien, comme 2 puissance n, 2 puissance n, c'est plus gros que phi puissance n. Parce que phi c'est le nombre d'or, donc c'est 1 plus racine de 5 sur 2, et donc c'est 1, je sais plus combien, 1,6, 7, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que vous allez plus vite, hein, vous vous rapprochez plus vite de U0. Et à nouveau, si on applique cette méthode à trouver la racine de 3, en prenant la fonction f qui vaut x carré moins 3, donc d'ailleurs, remarquez que dans ce cas-là, on peut calculer le M1. Hein. M1, c'est l'inf des f'. Et puis, vous pouvez calculer le M2, qui est le sub des f secondes. La dérivée seconde de x carré moins 3, d'ailleurs, c'est 2. Hein, donc, ça bouge pas beaucoup. Eh bien, vous pouvez savoir à l'avance combien de termes il vous faudra calculer pour vous rapprocher d'aussi près que vous voulez de U0. Et alors là, si on part de la même base, c'est-à-dire on part par exemple de x0 égale 1, on verra qu'en 7 coups seulement, vous avez avec cette méthode approché racine de 3. Donc en 7 itérations, vous avez
une approximation rationnelle, hein, parce qu'à chaque fois, ce que vous faites, c'est des f de xn sur f', c'est des fractions. Vous avez une fraction qui approche votre valeur de racine de 3. Et donc, on peut l'avoir à 2-10-16 près. Bon, alors, je tente une dernière fois de revenir sur le partage. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. Je demande à faire le partage pour revenir à R. Partager, tac. Alors, est-ce que vous avez R sous les yeux? Quelqu'un peut-il me répondre? Oui, c'est bon. Alors, j'y retourne. Merci à vous. Donc, vous avez R sous les yeux. Donc, je reviens. Alors, peut-être, ça, j'y passe pas trop de temps. C'était mes histoires d'approcher log de 2 avec des séries entières. Voilà. On regardait ici. Si on prend... ça, c'était la première chose. Vous voyez que la différence entre log de 2 et puis la somme pour la série qui convergeait vite, il fallait n égale 53. Hein, en 53 coups, en gros, eh bien, vous aviez approché log de 2. Alors que si vous preniez la deuxième série, en 53 coups, eh bien, vous êtes à une distance, en gros, de 10-1, 10-2, pardon, de log de 2. Donc, pas terrible. Et si vous prenez n égale 10 puissance 7, vous allez approcher log de 2 à combien? Bien, à 5-10-8, ce qui n'est pas terrible non plus, encore. Et donc, vous avez vu, il a fallu un petit peu plus de temps pour calculer ça. Donc, clairement, notre première méthode de série entière était bien plus intéressante. Je prends maintenant mon histoire de méthode par dichotomie, et donc j'approche racine de 3. Vous voyez, je prends la fonction f1 qui est x carré moins 3, et je développe un programme qui s'arrêtera, donc on l'appellera critère, hein, qui s'arrêtera lorsque critère sera plus petit. Alors là, j'ai pris par exemple 3-10-16. Et donc, je coupe à chaque fois mon intervalle en deux, comme ça a été proposé, et je lance cela. Et vous voyez, ça a été assez rapide. En 53 coups, ça c'est calculé en partant de... c'est calculé à partir du programme, c'est pas calculé à l'avance. Eh bien, j'ai la distance entre les A0, enfin AN et BN, elle est plus petite que 3-10-16. Et donc, j'ai une approximation à 10-16 de 0. Attention, il y a quelqu'un qui a son micro. Attention, vérifiez vos micros. Ok, merci, ça a été coupé, c'est bien. Donc, vous voyez que vous avez une approximation de racine de 3 en 53 itérations. Alors, il faudrait même un chouïa moins, mais bon. Deuxième méthode, méthode de la séquente. Voici le programme. Vous retrouverez ces programmes sur les corrections des TP. Mais je vous encourage à essayer de les faire par vous-même. Donc là, méthode de la séquente, avec itération. On prend la même fonction, x au carré moins 3, et le même critère. On s'arrête en 3-10-16. Et si je lance ça, eh bien, vous voyez que la suite xn, ici, il n'y a pas n et bn, hein, il y a suite xn, elle s'est rapprochée de racine de 3 à 3-10-16 près en 16 coups. Enfin, dernière chose, on regarde, donc le critère ici, le critère d'arrêt, c'est quoi? Eh bien, c'est de regarder quand est-ce que l'écart entre l'ancien point et le nouveau point est plus petit que 3-10-16. Hein. Donc on s'arrête lorsque on progresse, on ne bouge quasi plus. Enfin, dernière chose, la méthode de Newton-Raphson, je prends la même fonction, le même point de départ, hein, c'est-à-dire 1, et puis je regarde l'évolution. Alors là, c'est même un programme qui vous permet de regarder les différentes, qui vous donne les différentes valeurs. Eh bien, vous voyez qu'il a commencé par 1, ensuite il a fait 2, ensuite 1,75, on n'avance pas beaucoup, mais après, vous voyez qu'on va très très vite, et en 7 coups seulement, il a pu calculer,
racine de 3 à 3 10-16 près. Et là aussi, il s'arrête lorsque l'écart entre un plus 1 et un est plus petit que 3 10-16. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que voilà, vous avez pu capter quelque chose. Je vais mettre la vidéo à disposition. J'espère que ça sera aussi lisible, hein. Voilà, je vous remercie et on essaiera de faire mieux la semaine prochaine avec peut-être d'autres moyens. Et n'hésitez pas à m'envoyer des chats. Là, je garde encore un peu la session ouverte, hein, pour vos questions et vos impressions. Et j'espère que les chargés de TD vont vous mettre en place des sessions également pour que vous puissiez travailler en direct avec eux. Belle fin d'après-midi et puis voilà, j'attends vos quelques messages. Merci à vous, bonne journée.